intitulé donc, le parcours des victimes. Cet atelier a été riche en discussions. D'ailleurs, on a largement dépassé le délai, ce qui fait que j'ai eu très peu de temps pour préparer la restitution. Mais tant mieux, on a largement échangé sur ce sujet, grâce notamment aux 3 victimes qui étaient présentes, et je tenais à les remercier parce que sans elles, effectivement, ça n'aurait pas eu de grand intérêt de traiter ces ateliers et de rencontrer les victimes, d'échanger entre les victimes et les professionnels, et c'est ça qui a fait la richesse, effectivement, de ce débat. Donc, au sein de cet atelier, il y avait donc 3 victimes de violences conjugales. Il y avait donc une intervenante sociale gendarmerie à Gassin, Madame Le Tutour. Il y avait une représentante de la ville, de l'aide aux victimes, donc Madame Tassi. Une représentante également de l'association Le Cap, d'aide aux victimes, Madame Puichichine. Également la directrice du SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ma collègue Alexandra Mattioli, qui est juge aux affaires familiales spécialisée en matière d'ordonnance de protection, Maître Laurinzon, qui est avocate au barreau de Draguignan et qui est spécialisée effectivement dans l'assistance et l'aide aux victimes. Et il y avait également Madame Borini, qui est représentante pour sa part du CIDFF, donc qui est un centre d'information et de soutien aux victimes. Alors, le but de cet atelier, c'était d'échanger donc évidemment sur le parcours des victimes, mais surtout de lister tous les obstacles que celles-ci ont pu rencontrer au cours de toute la procédure, et même avant et après, c'est-à-dire de l'avant-plainte jusqu'à l'après-condamnation. Alors, des obstacles, on en a relevé de nombreux. C'est ce qu'ont répertorié un petit peu les victimes avec nous. Elles ont largement pris la parole pour nous expliquer leur histoire et pour nous expliquer toutes les difficultés auxquelles elles ont pu être confrontées, puisque c'est un peu le parcours du combattant, une procédure pénale en matière de violence conjugale. Donc on a eu des difficultés au niveau de l'accueil par les enquêteurs, des problèmes de territorialité de plainte, où est-ce que je vais déposer plainte, est-ce que je vais déposer plainte où j'habite, où je travaille, comment je peux le faire en fonction de mon emploi du temps et comment je peux le faire sachant que j'ai mon conjoint violent qui est derrière et qui surveille mes faits et gestes. On a parlé aussi beaucoup de l'emprise qui était la leur et dont elles ne parvenaient pas à s'extraire, du sentiment de culpabilité qu'elles avaient et qu'on leur renvoyait. Et le déni également dans lequel elles se trouvaient, ces victimes, qui rendait le dépôt de plainte particulièrement compliqué. On nous a fait état également de procédures qui pouvaient être soit pas assez rapides pour certaines, puisqu'il y avait parfois un temps important entre la dénonciation des faits et l'audition du mis en cause et les poursuites en elles-mêmes, et pour d'autres, des procédures qui pouvaient être parfois trop rapides, notamment pour les comparutions immédiates, où on renvoyait quelque chose de particulièrement violent à ces victimes, puisqu'elles avaient l'image de leur conjoint dans le box, donc un sentiment de culpabilité très important, et la violence d'une incarcération qui devait suivre cette audience de comparution immédiate. Et donc pour certaines, la comparution immédiate est effectivement quelque chose, une poursuite rapide, peut-être trop rapide pour elles, pour le cheminement qu'elles ont à faire. On a abordé le problème de l'exécution des décisions et notamment le problème de l'interdiction d'entrer en contact, que ce soit dans le cadre des contrôles judiciaires ou des sursis mis à l'épreuve, qui parfois, même souvent, n'étaient pas respectés donc, par les auteurs et des victimes qui n'étaient pas forcément entendues par rapport à ces non-respects de mesures. On a également parlé du rôle des médecins et d'une absence de formation, certaines victimes qui arrivaient effectivement chez leur médecin traitant avec notamment des traces de strangulation qui ne permettaient pas de douter des violences qu'elles avaient subies, et un médecin qui effectivement n'abordait pas le sujet des violences avec la victime, ne lui demandait pas si elle souhaitait qu'il révèle les faits aux autorités, en quelque sorte des violences qui étaient passées sous silence. On a également abordé la banalisation des faits par l'entourage, qui pouvait parfois ne pas être tout à fait soutenant avec ces victimes.
Et puis on a également abordé la difficulté pour les victimes, et ça nous a été rapporté par les associations, de la fin des mains courantes et des procès-verbaux de renseignement judiciaire, ce qui était auparavant le cas. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait, en cette matière, avant 2015, on pouvait aller donc au commissariat et à la gendarmerie et simplement déclarer un fait, déclarer un différend familial, des violences conjugales, sans pour autant qu'il y ait de suite. Alors que là, depuis 2015, un protocole qu'a passé le parquet avec les services, les forces de l'ordre, eh bien, les forces de l'ordre ne peuvent plus prendre de main courante et de procès-verbaux de renseignement. Ils sont obligés de faire une procédure pénale. Et ça, c'est effectivement compliqué pour les victimes parce qu'avant, elles se contentaient en quelque sorte et entre guillemets d'aller signaler un fait sans pour autant être à l'origine d'une procédure, alors que maintenant, on leur demande de déposer plainte, ce qui est particulièrement culpabilisant pour elles. La fin de ces mains courantes et procès-verbaux de renseignement judiciaire est assez difficile à accepter pour elles parce qu'elles se présentent parfois simplement pour signaler sans pour autant pouvoir s'engager dans une procédure. Alors, qu'est-ce qu'on en a tiré comme enseignement de ces obstacles rencontrés? Eh bien, la nécessité d'une formation professionnelle. Alors, formation professionnelle des enquêteurs, bien évidemment, qui sont en première ligne, qui reçoivent les victimes chaque jour dans les brigades, dans les commissariats. C'est évidemment essentiel d'avoir une formation en matière de violence conjugale. Alors, dans les commissariats, vous avez des enquêteurs spécialisés, mineurs familles, qui ont effectivement une formation dans ce domaine-là. Maintenant, désormais, dans chaque brigade, on a un référent violence conjugale qui a une formation. Et vous avez également les brigades. Donc, il y avait effectivement, et je crois que j'ai oublié de les citer, pardonnez-moi, des gendarmes de la BPDJ, pardonnez-moi, je les vois au fond de la salle. Il y avait une référente VIF et 2 enquêtrices de la brigade de prévention de la délinquance juvénile qui sont des enquêteurs formés pour recueillir l'audition tant des enfants que des victimes de violences conjugales. Et c'est effectivement très important aujourd'hui d'avoir ce genre d'enquêteurs formés au recueil de la parole des victimes de violences, parce que ça ne s'improvise pas. Et désormais, au sein des brigades, il y a effectivement un référent à ce titre. La formation professionnelle, elle est aussi importante pour les médecins. On a pu le voir, des victimes qui allaient chez leur médecin, qui passaient un peu sous silence les faits de violence. Le rôle particulièrement important aussi de l'intervenante sociale gendarmerie, c'est capital, ça permet de faire le lien entre les enquêteurs et la victime. Elles sont là, les intervenantes sociales gendarmerie, pour assurer le soutien des victimes et pour faire le lien également avec les enquêteurs et signaler au parquet également les faits constitutifs de violence. Et nous, on peut lancer des enquêtes grâce au signalement de celles-ci. Donc, les intervenantes sociales gendarmerie et également en zone police sont particulièrement importantes. La deuxième chose qu'on en a tiré, c'est de renforcer le travail des associations, parce que le travail des associations, il est particulièrement important dans la prise en charge des victimes, que ce soit avant la plainte, pour lever les freins et leur permettre justement de passer outre tout ça et de pouvoir se décider à déposer plainte. Ça leur permet effectivement de libérer leurs paroles, de les déculpabiliser et surtout de les remettre à leur place de victime, parce qu'on s'est aperçu dans les discours des victimes qu'on avait dans notre atelier, et bien que finalement elles se sentaient bien plus coupables que l'auteur des faits de ce qui s'était passé, et il faut donc que ces associations puissent continuer à travailler et renforcent le soutien des victimes pour leur permettre de leur rendre ce statut auquel elles peuvent prétendre. Également, vous avez, et ça a été relevé par tout le monde, une nécessaire réactivité des professionnels. C'est particulièrement important, que ce soit chez les enquêteurs, police, gendarmerie, qui doivent absolument prioriser les contentieux et prioriser les violences conjugales, c'est-à-dire intervenir dans des délais les plus brefs possibles et mener également l'enquête de manière rapide. Et vous avez effectivement, en outre, une réactivité des magistrats du parquet qui doit être aussi importante pour donner la réponse pénale, pour s'il y a lieu, déférer la personne et permettre
l'éviction du domicile, et c'est ce vers quoi on s'emploie, puisque l'on a créé au sein du parquet une cellule de veille qui permet notamment de veiller avec les associations d'aide aux victimes et les associations qui sont en charge des contrôles judiciaires, de veiller au respect de ces mesures et du soutien des victimes assurées par les associations. Voilà, donc